Ce soir-là, le bouillon n'avait pas le goût de l'oignon. Il avait le goût du jugement dernier. Quand la maîtresse a forcé l'innocence à goûter au venin, elle ne savait pas qu'elle ouvrait les portes de son propre enfer. Céleste, le regard fixe et les lèvres tremblantes, a porté la louche d'argent à sa bouche, sous les yeux d'une femme dont le cœur était plus noir que la terre de la plantation après l'orage. À cet instant précis, le temps s'est arrêté au domaine de la source. Personne ne pouvait imaginer que 2 heures plus tard, les murs de cette demeure coloniale résonneraient de cris si atroces qu'ils sembleraient venir d'un autre monde. Un secret de famille enterré depuis des décennies allait refaire surface, porté par les flammes et la folie. Bonjour à vous qui nous rejoignez pour ce récit bouleversant. Avant de vous révéler comment une simple soupe a pu anéantir tout un empire sucrier, je vous demande de rester avec moi jusqu'à la dernière seconde. La fin de cette histoire contient une révélation que vous ne verrez jamais venir. Dites-moi dans les commentaires, sur une échelle de 0 à 10, ce que vous pensez de ce destin incroyable. Et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir notre travail. C'est grâce à votre engagement que nous pouvons redonner une voix à ceux que l'histoire a tenté d'effacer. Dans la moiteur étouffante de la Martinique de ce XVIIIe siècle, là où l'odeur du sucre brûlé se mélange à celle de la terre humide, se dressait le domaine de la source. C'était une plantation magnifique, vue de loin, avec ses champs de canne à sucre s'étendant à perte de vue, et sa grande maison aux boiseries précieuses. Mais derrière cette façade de richesse se cachait une réalité bien plus sombre. La source était un lieu où le silence était une monnaie d'échange, et où la peur servait de ciment aux fondations. Au sommet de cette pyramide de souffrance se trouvait Madame Geneviève de la Tour. Belle d'une beauté glaciale, elle régnait sur le domaine, avec une poigne de fer, son regard d'acier ne laissant aucune place à la pitié. Joachim, un homme d'une 40aine d'années, au teint métis et au regard las, connaissait chaque recoin de cette maison, et surtout chaque secret qu'elle abritait. En tant que maître d'hôtel, il était l'ombre qui glissait entre les salons, celui qui voyait tout mais ne disait rien. Joachim était un homme brisé par les compromis. Pour survivre dans ce système cruel, il avait appris à baisser les yeux, à étouffer sa propre dignité sous le poids de sa livrée impeccable. Il portait en lui une culpabilité qui ne le quittait jamais, le souvenir de ce jour maudit où son propre frère avait été vendu pour éponger une dette de jeu du maître de la plantation. Joachim n'avait pas dit un mot, pétrifié par la peur de subir le même sort. Depuis, il vivait dans une cage dorée, tenant secrètement les registres de la plantation pour Madame Geneviève, noyant son chagrin dans les chiffres et les comptes. Le symbole de son pouvoir, mais aussi de sa servitude, était un lourd registre à la couverture de cuir usé, qu'il gardait toujours à portée de main. Ce livre contenait la vie et la mort de centaines d'âmes, les dettes, les ventes et les profits. Pour Joachim, ce registre était le miroir de sa propre âme, noirci par les péchés des autres, mais tenu avec une précision chirurgicale. Il pensait que sa vie s'achèverait ainsi, dans le silence et la soumission, jusqu'au jour où Céleste est arrivée à la grande maison. Céleste n'avait que 16 ans, mais elle portait sur ses épaules une maturité qui troublait tous ceux qui la croisaient. Sa peau sombre semblait absorber toute la lumière, et ses yeux possédaient une profondeur inquiétante. Elle avait été choisie pour servir directement Madame Geneviève, un poste que beaucoup considéraient comme un privilège, mais qui était en réalité un arrêt de mort à petit feu. Céleste possédait un don particulier, hérité de sa grand-mère, une ancienne guérisseuse de la forêt. Elle connaissait les plantes, leurs vertus et leurs dangers. Cachée dans l'ourlet de sa robe, elle portait toujours un petit médaillon en bois sculpté contenant une racine séchée, son dernier lien avec sa lignée brisée. L'arrivée de Céleste avait déclenché chez Madame Geneviève une haine immédiate et irrationnelle. La raison était simple mais terrible. La jeune fille ressemblait trait pour trait à une femme que le maître de la plantation avait aimée passionnément autrefois, une femme que Geneviève avait tout fait pour effacer de la mémoire de son mari. Chaque fois que la maîtresse posait les yeux sur Céleste, elle voyait le fantôme de sa propre défaite amoureuse. Elle commença alors un jeu cruel d'humiliation quotidienne, cherchant à briser cette dignité naturelle que la jeune servante affichait malgré ses chaînes. Joachim observait ce manège avec un mélange de terreur et d'admiration. Il voyait en Céleste ce qu'il avait perdu depuis longtemps, la force de ne pas baisser les yeux. Un soir, alors qu'il rangeait l'argenterie dans le buffet de la salle à manger,
Il surprit Céleste en train de contempler le grand portrait du maître. Elle ne semblait pas intimidée, mais plutôt pensive, comme si elle cherchait une réponse dans les traits de cet homme puissant. Joachim s'approcha doucement, le bruit de ses pas étouffé par les tapis épais. « Tu ne devrais pas rester ici, petite. La maîtresse n'aime pas que l'on s'attarde devant les souvenirs, » murmura-t-il d'une voix rauque. Céleste se tourna vers lui, et Joachim ressentit un choc électrique. C'était le même regard que celui de son frère juste avant qu'on ne l'emmène. Un regard qui demandait « Pourquoi ne fais-tu rien ?» Elle lui répondit d'une voix calme « Les souvenirs ne sont pas dangereux pour ceux qui n'ont rien à se reprocher, monsieur Joachim. Ce sont les secrets qui brûlent. » Joachim resta pétrifié. Comment cette enfant pouvait-elle en savoir autant sur le poids qui l'écrasait? Mais ce n'était que le début de leurs échanges silencieux. Dans les couloirs sombres de la grande maison, entre deux services de café et de rhum, un lien invisible se tissait entre l'homme qui avait tout accepté et la jeune fille qui semblait tout comprendre. Pendant ce temps, la paranoïa de Madame Geneviève atteignait des sommets. Elle était persuadée que son mari cherchait à se débarrasser d'elle pour la remplacer par une femme plus jeune, peut-être même par cette servante qui lui ressemblait tant. Sa jalousie s'était transformée en une folie froide. Elle passait ses nuits à errer dans la maison, écoutant aux portes, scrutant les ombres. Elle avait ordonné à Céleste de cueillir des plantes spécifiques dans la forêt, officiellement pour chasser les rats qui infestaient les réserves. Parmi ces plantes se trouvait la graine du diable, un poison violent qui, à faible dose, provoque des visions terrifiantes. Le point de rupture arriva lors de la préparation d'un grand dîner de gala. Le gouverneur et les plus riches planteurs de la Martinique étaient attendus. C'était l'occasion pour la famille de la Tour de briller, de montrer leur puissance et leur opulence. Mais dans l'ombre des cuisines, une tragédie se préparait. Madame Geneviève supervisait personnellement la confection d'une soupe d'oignons blancs, une recette familiale dont elle était très fière. L'atmosphère était lourde, chargée de l'humidité de la forêt et de la tension qui émanait de la maîtresse. Soudain, Geneviève fit signe à Céleste de s'approcher. Les cuisiniers s'arrêtèrent. Les aides de cuisine retinrent leur respiration. Joachim, qui venait d'entrer pour vérifier les bouteilles de vin, se figea près de la porte dérobée. La maîtresse tenait une louche d'argent, la vapeur s'échappant du bouillon d'un blanc laiteux. « Goûte, ma fille », ordonna Geneviève d'un ton mielleux qui cachait une menace mortelle. « Je veux être sûre que l'assaisonnement est parfait pour nos invités. Une servante dévouée doit toujours veiller au confort de ses maîtres, n'est-ce pas ?» C'était un acte de domination pure. Geneviève ne cherchait pas un avis culinaire. Elle voulait voir la peur dans les yeux de Céleste. Elle voulait lui rappeler que sa vie ne valait pas plus qu'un test de laboratoire. Joachim sentit son cœur cogner contre ses côtes. Il savait que quelque chose n'allait pas. L'odeur de la soupe était différente. Une amertume subtile flottait dans l'air. Une odeur qu'il avait déjà sentie dans les mains de Céleste lorsqu'elle revenait de la forêt. Céleste hésita une seconde. Elle croisa le regard de Joachim, un regard chargé de supplique. Elle savait ce qu'il y avait dans cette marmite. Elle reconnut immédiatement l'odeur de la graine du diable. Dans sa folie, Madame Geneviève avait empoisonné le plat destiné à son mari, mais sa précipitation l'avait conduite à tester le poison sur la personne même qui en connaissait les secrets. Pourtant, Céleste ne recula pas. Elle prit la louche avec une main étonnamment stable. Elle fixa Geneviève droit dans les yeux, un défi silencieux qui fit trembler la maîtresse malgré elle. « Comme vous voudrez, madame, » dit-elle simplement. Elle avala le bouillon brûlant. Le silence dans la cuisine était si épais qu'on aurait pu l'entendre se briser. Joachim se sentit défaillir. Il venait de voir l'innocence sacrifiée sur l'autel de la haine, et une fois de plus, il n'avait rien fait. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Céleste n'était pas une victime sans défense. Quelques minutes plus tard, alors que la maîtresse s'éloignait avec un sourire victorieux, la jeune fille se glissa dans l'ombre du cellier, suivie par Joachim. Elle sortit précipitamment son médaillon en bois, l'ouvrit et avala la racine séchée qu'il contenait. C'était l'antidote, le secret de sa grand-mère. « Pourquoi as-tu fait ça ?» murmura Joachim, la voix tremblante. « Elle veut ta mort, Céleste. Elle veut tous nous détruire. » Céleste reprit son souffle, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. « Elle a ouvert une porte qu'elle ne pourra jamais refermer, monsieur Joachim. Ce soir, la source va rejeter tout le mal qu'elle a bu. Préparez-vous, car le jugement ne fait que commencer. » Joachim ne comprenait pas encore la portée de ces paroles.
Il retourna à son service, le cœur lourd, ignorant que la soupe qu'il allait servir aux invités contenait bien plus qu'un simple poison. La folie de Geneviève s'était retournée contre elle. Dans sa précipitation, elle n'avait pas réalisé qu'elle avait versé le poison dans la mauvaise marmite, ou peut-être que le destin, lassé de tant d'injustice, avait lui-même orchestré la confusion. Le dîner commença. Les rires gras des planteurs résonnaient dans la grande salle, les verres de cristal tintaient, et les esclaves s'activaient pour satisfaire les moindres désirs de ces hommes et femmes qui se croyaient intouchables. Mais alors que le premier service s'achevait, un frisson parcourut l'assemblée. Ce n'était pas encore la douleur, mais un malaise indicible. Les visages commençaient à changer sous la lueur des bougies. Joachim, debout près du buffet, observait la scène avec une terreur croissante. Il voyait Madame Geneviève porter sa main à son front, son regard devenant vitreux. Le maître de la plantation, d'habitude si arrogant, semblait soudain chercher de l'air. Et c'est là que le premier cri déchira la nuit. Ce n'était pas un cri de souffrance physique, mais un hurlement d'épouvante pure, comme si l'enfer lui-même venait de s'inviter à la table des maîtres. Ce qui allait se passer dans les 2 heures suivantes allait changer le cours de l'histoire du domaine de la source à tout jamais. Le poison de la graine du diable commençait à agir, forçant chaque coupable à affronter ses propres démons sous forme d'hallucinations terrifiantes. Et au milieu de ce chaos naissant, Joachim allait devoir faire le choix le plus important de sa vie. Mais cela, il ne le savait pas encore. Le pire restait à venir. Le poids du plateau d'argent dans les mains de Joachim semblait peser des tonnes ce soir-là. Chaque pas qu'il faisait sur le parquet ciré de la grande maison résonnait comme un glas dans sa tête. Derrière les portes closes de la salle à manger, les rires des invités montaient en une cacophonie joyeuse, ignorant totalement le drame qui venait de se jouer dans la pénombre des cuisines. Joachim, l'homme aux yeux baissés, celui qui avait appris à devenir invisible pour survivre, sentait pour la première fois une révolte sourde brûler dans sa poitrine. Il avait vu Céleste avaler ce poison. Il l'avait vu risquer sa vie pour un caprice diabolique de la maîtresse. Et pourtant, la jeune fille restait là, debout dans le couloir de service, son regard plus lucide que jamais. Mais ce n'était que le début de cette nuit d'horreur. Ce que Joachim ne comprenait pas encore, c'est que la graine du diable ne se contentait pas de tuer. Elle arrachait le voile de la réalité pour laisser place au cauchemar. Et dans cette maison bâtie sur le sang et les secrets, les cauchemars ne manquaient pas. S'il vous plaît, restez bien attentifs à chaque détail de ce récit, car ce qui va suivre va redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la justice et la vengeance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à raconter ces histoires oubliées. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire, selon vous, Joachim mérite-t-il une seconde chance après tant d'années de silence? Je lirai chacun de vos messages. Joachim retourna dans la salle à manger, son visage redevenu un masque de marbre. Il servait le vin avec une précision mécanique, évitant soigneusement de croiser le regard de Madame Geneviève. La maîtresse trônait en bout de table, vêtue d'une robe de soie verte qui rappelait la couleur des serpents de la forêt. Elle souriait, mais ses yeux ne quittaient pas son mari, Monsieur de la Tour. Ce dernier, un homme aux traits marqués par l'abus de rhum et de pouvoir, semblait particulièrement d'humeur festive. Il ne se doutait pas que la soupe qu'il venait de terminer avec tant d'appétit portait en elle la fin de son monde. C'est alors que Joachim remarqua un détail qui le fit frissonner. Sous la table, les mains de Geneviève griffaient nerveusement la nappe de dentelle. Elle attendait. Elle attendait de voir son mari s'effondrer, convaincue qu'elle avait enfin réussi à se débarrasser de l'homme qu'elle accusait de toutes ses trahisons. Mais l'ironie du sort était cruelle. En voulant punir son époux, elle avait condamné tous ses invités, et peut-être elle-même avec eux. Car dans sa folie paranoïaque, elle avait mélangé les marmites. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui ne tournait pas rond. Joachim se souvint des paroles de Céleste dans le cellier. Ce soir, la source va rejeter tout le mal qu'elle a bu. Pourquoi la jeune servante semblait-elle si sûre d'elle? Et d'où tenait-elle ce médaillon qui l'avait sauvée? Joachim sentit le besoin impérieux de comprendre. Il profita d'un moment de répit entre 2 services pour se glisser vers l'office, là où Céleste rangeait les verres. « Céleste, murmura-t-il, le cœur battant à tout rompre, tu dois me dire la vérité. Qui es-tu vraiment? Et pourquoi la maîtresse te déteste-t-elle à ce point?
La jeune fille s'arrêta, un verre de cristal à la main. Elle ne le regarda pas tout de suite. Elle semblait écouter les bruits de la fête qui commençaient à changer de tonalité. Les rires devenaient plus stridents, presque forcés. « Vous savez qui je suis, monsieur Joachim, » répondit-elle enfin. « Je suis le reflet d'une faute que ce domaine a tenté d'étouffer. Ma grand-mère m'a raconté l'histoire de cette femme, celle que le maître aimait. Elle n'est pas partie de son plein gré, monsieur Joachim. Elle a été effacée par la main de madame Geneviève. Et aujourd'hui, le sang réclame son dû. » Joachim sentit un froid glacial l'envahir. Il se rappelait maintenant. Il se rappelait les murmures d'il y a 15 ans, la disparition soudaine d'une jeune femme libre qui vivait aux abords de la plantation, une femme dont le maître était épris au point de vouloir l'épouser, au mépris des conventions. On avait dit qu'elle s'était enfuie. Mais Joachim savait que dans cette île, personne ne s'enfuyait sans laisser de traces, à moins d'être enterré profondément. « Le médaillon, » bégaya Joachim. « C'est à elle qu'il appartenait ?» Céleste hocha la tête, sortant l'objet de son corsage. « C'est le seul héritage qu'il me reste. Ma grand-mère l'a récupéré dans les cendres de notre case le soir où ils sont venus nous chasser. Elle m'a dit que ce bois contient la force de la terre, et ce soir, cette force va se retourner contre ceux qui l'ont piétinée. » Et c'est ici que l'inimaginable commença. Dans la salle à manger, le silence tomba brusquement. Ce n'était pas le silence poli d'une conversation qui s'essouffle, mais un silence lourd, chargé d'une tension électrique. Monsieur de la Tour laissa échapper sa fourchette, qui tinta lourdement contre son assiette de porcelaine. Ses yeux étaient démesurément agrandis, fixés sur le centre de la table. « Pourquoi y a-t-il du sang sur les fleurs ?» demanda-t-il d'une voix qui n'avait plus rien d'humain. Le gouverneur, assis à sa droite, tenta de rire, mais le son qui sortit de sa gorge fut un sifflement d'effroi. « Du sang! Mais mon cher de la Tour, ce sont des hibiscus rouges. » Pourtant, en regardant lui aussi le bouquet, son visage se décomposa. Il ne voyait plus des fleurs. Il voyait des mains d'enfant, noires et calleuses, sortir du vase pour attraper sa gorge. L'effet de la graine du diable était foudroyant. Le poison ne s'attaquait pas seulement aux nerfs, il ouvrait les vannes de la culpabilité. Pour ces hommes qui avaient bâti leur fortune sur la souffrance d'autrui, la réalité se transformait en un tribunal de cauchemars. Madame Geneviève, quant à elle, commença à griffer frénétiquement ses propres bras. Elle hurlait que sa robe se transformait en serpent de feu. « Enlevez-les, enlevez-les, ils me brûlent !» criait-elle en se levant brusquement, renversant sa chaise. Elle voyait dans les coins de la pièce les ombres des serviteurs qu'elle avait fait marquer au fer rouge. Ces ombres ne restaient plus à leur place. Elles s'avançaient vers elle, leurs yeux brûlants d'une haine séculaire. Joachim, figé sur le seuil de la porte, assistait à la décomposition totale de l'élite de l'île. C'était une scène digne d'une peinture infernale. Les invités rampaient sur le sol, certains pleurant, d'autres implorant le pardon de personnes disparues depuis longtemps. La grande maison, ce symbole de puissance, était devenue en l'espace de quelques minutes un asile de fous. « Il faut partir, monsieur Joachim », dit la voix calme de Céleste derrière lui. « Le feu va bientôt prendre. Les visions ne sont que le début. » Joachim la regarda, sidéré par son calme. « Le feu ? De quoi parles-tu » Mais il comprit bien vite. Dans sa panique, le gouverneur avait renversé un candélabre chargé de bougies de cire. Les rideaux de velours lourd, imprégnés de poussière et de chaleur, s'embrasèrent instantanément. Les flammes montèrent vers le plafond de bois précieux, ajoutant une lueur orangée et infernale à la scène de folie. Pourtant, au lieu de s'enfuir pour sauver sa peau, Joachim sentit quelque chose se débloquer en lui. Il ne pouvait pas laisser cette vérité brûler avec la maison. Il se souvint du bureau de la maîtresse, là où elle gardait ses documents les plus secrets, ceux qu'il n'avait jamais eu le droit de consulter malgré sa position. Si Céleste disait vrai, si elle était le lien avec le passé du maître, les preuves devaient se trouver là-bas. « Va-t'en, Céleste !» crie Joachim. « Rassemble les autres au grand portail, je reviens. »« Monsieur Joachim, ne risquez pas votre vie pour des papiers !» s'écria la jeune fille. Mais Joachim était déjà parti, courant à travers la fumée qui commençait à envahir le couloir. Il savait qu'il jouait sa vie. Les cris dans la salle à manger devenaient insoutenables. Un mélange de rires démoniaques et de supplications déchirantes. La structure de pouvoir de la Martinique coloniale était en train de s'effondrer dans une hystérie collective.
Mais Joachim, l'homme qui avait toujours baissé les yeux, avait enfin un but. Il devait réparer ce qu'il pouvait. Il atteignit le bureau de Madame Geneviève. La pièce était déjà chaude, l'air saturé d'une odeur de bois brûlé. Il se précipita vers le grand secrétaire en acajou. Il était verrouillé. Joachim ne chercha pas la clé. Il utilisa un lourd bougeoir de bronze pour fracasser le bois. Ses mains tremblaient, mais sa volonté était d'acier. À l'intérieur, il trouva des liasses de lettres, des comptes de plantation et un coffret à double fond qu'il n'avait jamais vu. En l'ouvrant, il tomba sur un document jauni, portant le sceau d'un notaire de Saint-Pierre daté d'il y a 15 ans. C'était un acte de reconnaissance et un testament. Son cœur manqua un battement en lisant les noms. Le document prouvait que M. de la Tour avait non seulement aimé la mère de Céleste, mais qu'il l'avait épousée secrètement devant un prêtre rebelle, et qu'il avait légué une part importante du domaine de la source à leur enfant à naître. Madame Geneviève avait découvert l'existence de ce document et avait orchestré la disparition de la mère, tout en falsifiant les registres pour transformer Céleste en une simple servante sans nom. « Mon Dieu !» murmura Joachim. Tout était un mensonge. Mais le temps pressait. Une poutre craqua au-dessus de sa tête, libérant une pluie d'étincelles. Joachim fourra le document sous sa livrée et se précipita vers la sortie. Mais en traversant à nouveau le couloir, il tomba face à face avec une silhouette terrifiante. C'était Madame Geneviève. Ses cheveux étaient défaits, son visage noirci par la suie, et ses yeux brillaient d'une lueur de démence pure. Elle tenait un couteau de cuisine à la main. Ses bras étaient couverts de morsures qu'elle s'était elle-même infligées. « Toi, » siffla-t-elle en le reconnaissant, « toi aussi tu les vois, les esclaves sans visage qui sortent du sol. Ils disent que tu as les clés, Joachim. Ils disent que tu vas ouvrir la porte. » Elle s'avança vers lui, le couteau levé. Joachim recula, sentant la chaleur des flammes dans son dos. Il comprit que la maîtresse était perdue, dévorée par ses propres démons. Mais il ne pouvait pas la laisser le tuer maintenant, pas alors qu'il tenait enfin la justice entre ses mains. Mais ce qu'il allait découvrir en sortant de cette maison en flammes allait dépasser tout ce qu'il aurait pu imaginer. Car la vengeance de Céleste ne s'arrêtait pas à une simple soupe empoisonnée. Elle avait prévu quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait changer le destin de toute l'île. Qu'allait faire Joachim face à la folie de la maîtresse? Céleste parviendrait-elle à récupérer ce qui lui revenait de droit? Et surtout, qui allait survivre à ce brasier de haine et de secrets? Ne partez pas, car la suite de cette histoire va vous couper le souffle. Le véritable visage de la justice est sur le point de se révéler. La lame du couteau de cuisine scintillait d'un éclat sinistre sous les reflets orangés de l'incendie qui dévorait déjà les rideaux de soie. Madame Geneviève ne ressemblait plus à la femme superbe et glaciale qui régnait sur le domaine de la source. Ses yeux, injectés de sang, erraient sans but, fixant des ombres que seul son esprit empoisonné pouvait percevoir. Elle s'avançait vers Joachim avec la raideur d'une morte vivante, murmurant des paroles incohérentes sur des visages qui sortèrent des murs. Pour Joachim, le choc était total. L'autorité qu'il avait servie et crainte pendant des décennies s'effondrait devant lui, transformée en une folie meurtrière. Mais Joachim n'était plus l'homme brisé qui baissait les yeux. Sous sa livrée tachée de suie, il sentait le contact brûlant du document qu'il venait de dérober dans le coffret secret. Ce papier n'était pas seulement une preuve, c'était sa propre rédemption. Si vous voulez comprendre comment un simple maître d'hôtel a pu renverser tout un système colonial en une seule nuit, je vous implore de rester avec nous jusqu'au dénouement. Ce que Joachim va découvrir dans les prochaines minutes va vous glacer le sang. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si cette histoire vous transporte. Et dites-nous en commentaire, auriez-vous eu le courage de Joachim face à cette folie? Votre avis compte énormément pour nous, et chaque abonnement nous aide à continuer ce travail de mémoire. « Reculez, madame !» s'écria Joachim, sa voix résonnant avec une force qu'il ne se connaissait pas. « La maison tombe, vos démons sont ici, mais ils ne sont pas dans les murs. Ils sont dans votre cœur. » Geneviève poussa un cri strident, un son qui n'avait plus rien d'humain. Elle se jeta sur lui, mais le poison avait déjà engourdi ses sens. Joachim esquiva l'attaque avec une agilité née du désespoir. Dans sa chute, la maîtresse lâcha son couteau. Elle resta au sol, griffant le parquet, hurlant que le sang des esclaves montait par les interstices du bois pour la noyer. Joachim la regarda une dernière fois. Il aurait pu l'aider, il aurait pu tenter de la traîner hors des flammes,
mais il vit dans ses yeux une haine si profonde, si ancrée, qu'il comprit que Geneviève de la Tour était déjà morte dans l'incendie de sa propre âme. Il se détourna et courut vers l'escalier principal. La fumée était désormais si épaisse qu'elle brûlait ses poumons à chaque inspiration. Mais ce qu'il vit en atteignant le grand salon le fit s'arrêter net. La scène était digne d'une vision de l'Apocalypse. Le banquet s'était transformé en une mare de sang et de débris. Le gouverneur, cet homme si fier, était agenouillé au milieu des restes de la soupe d'oignon, pleurant à chaudes larmes en demandant pardon à un serviteur qu'il avait fait fouetter à mort 10 ans plus tôt. D'autres invités se battaient contre le vide, déchiraient leurs vêtements de prix, convaincus que des insectes de feu couraient sous leur peau. Le maître de la plantation, Monsieur de la Tour, était affalé sur la table, le regard vide, contemplant le plafond qui commençait à s'effondrer. Mais Joachim n'avait pas le temps de s'apitoyer sur leur sort. Il devait trouver Céleste. Il devait sortir les autres de cet enfer. Car si les maîtres sombraient dans la folie, les serviteurs et les esclaves de la maison, eux, étaient encore lucides, et ils étaient de pris au piège. C'est alors qu'il vit les clés. Elles pendaient à la ceinture de Geneviève qui avait rampé jusqu'au seuil du salon. Ces clés ouvraient tout, les réserves, les cachots du sous-sol, les portes de la grande maison. Sans elles, plusieurs de ses compagnons resteraient prisonniers de la structure en feu. Joachim surmonta sa répulsion, s'approcha de la maîtresse qui délirait et arracha le trousseau de fer. « Joachim, Joachim !» murmura-t-elle dans un souffle fétide. « Ne les laisse pas entrer, ils sont des milliers. » Il ne répondit pas. Il courut vers l'office, là où il savait que les plus jeunes serviteurs s'étaient réfugiés. Il ouvrit les portes à la volée. Ils étaient là une dizaine, terrorisés par les cris venant de la salle à manger et par l'odeur du brûlé. « Suivez-moi, ne regardez pas en arrière », ordonna-t-il. En les menant vers la sortie de service, il croisa Céleste. Elle l'attendait près de la porte dérobée, le visage calme, presque spectral dans la lueur des flammes. Elle tenait dans sa main son médaillon, le serrant comme un talisman. « Vous l'avez fait, monsieur Joachim, » dit-elle simplement. « Vous avez choisi la vérité. J'ai le document, Céleste. Ton nom est écrit dessus. Tu n'es pas une esclave. Tu es la fille légitime de cette maison. » Un éclair de tristesse traversa le regard de la jeune fille. « Cette maison n'est faite que de cendres et de mensonges, monsieur Joachim. Je ne veux pas de cet héritage de sang, mais je veux que le monde sache. » Mais le temps des révélations fut brusquement interrompu. Un fracas assourdissant retentit. Le toit de l'aile venait de s'effondrer, coupant leur seule issue vers la cour principale. La chaleur devint insupportable. Les murs de bois précieux, sculptés avec tant de soin, craquaient comme des os que l'on brise. « Par le sous-sol !» cria Joachim. « Il y a un passage qui mène aux anciens entrepôts de sucre. » C'était un pari risqué. Le sous-sol était un labyrinthe sombre, souvent inondé par les infiltrations de la source qui donnait son nom au domaine. Mais il n'avait plus le choix. Joachim, tenant fermement le trousseau de clés d'une main et le document de l'autre, guida le petit groupe dans les escaliers étroits. En descendant, Joachim ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil au document. Sous la lumière vacillante d'une torche qu'il avait saisie au passage, les mots sautaient aux yeux. Le testament ne se contentait pas de léguer des terres. Il racontait une histoire d'amour interdite, un mariage secret célébré par un prêtre qui avait bravé le code noir. La mère de Céleste n'était pas une simple conquête. Elle était la femme de cœur du maître, une femme libre de couleur qui possédait elle-même des droits. Madame Geneviève n'avait pas seulement volé une vie, elle avait volé une identité et une liberté. « Ma mère est morte parce qu'elle était libre », murmura Céleste à ses côtés, comme si elle lisait dans ses pensées. Elle ne voulait pas des richesses de la source, elle voulait juste vivre avec l'homme qu'elle aimait. Geneviève a cru qu'en la supprimant, elle garderait le contrôle, mais on ne peut pas enterrer la vérité indéfiniment. Et c'est là que Joachim comprit l'ampleur du crime. La graine du diable n'était pas seulement une vengeance de Céleste. C'était le révélateur de tout ce que le domaine de la source avait tenté de cacher. Les hallucinations des maîtres n'étaient que la projection de leur propre corruption. Mais alors qu'ils atteignaient le passage souterrain, une silhouette massive leur barra la route. C'était le commandeur, l'homme chargé de faire régner l'ordre par le fouet. Il n'avait pas mangé de la soupe, il était parfaitement lucide et il tenait son arme.
Son regard était rempli d'une rage froide. « Où croyez-vous aller comme ça avec les clés de la maîtresse » gronda-t-il. « Personne ne quitte ce domaine sans mon autorisation. Même si la maison brûle, vous restez ma propriété. » Joachim sentit la peur l'envahir à nouveau. Le commandeur était un homme violent, habitué à briser les volontés. Mais cette fois, Joachim ne baissa pas les yeux. Il fit un pas en avant, le document de Céleste brandi comme une arme. « Le temps de ton autorité est terminé, commandeur, » s'exclama Joachim. « Les maîtres sont fous, la maison s'écroule, et ici, dans ma main, j'ai la preuve que tout ce que tu protèges n'est qu'un crime monstrueux. Laisse-nous passer ou tu brûleras avec tes chaînes. » Le commandeur ricana, un son sinistre dans l'humidité du tunnel. « Un bout de papier ne m'arrêtera pas, maître d'hôtel de pacotille. » Il leva son fouet, prêt à frapper. Mais Joachim ne recula pas. Et c'est à cet instant précis qu'une chose extraordinaire se produisit. Les serviteurs qui suivaient Joachim, encouragés par son audace, s'avancèrent d'un seul mouvement. Ils n'étaient plus des individus isolés et craintifs. Ils étaient une force unie par la même soif de liberté. Le commandeur, voyant ces visages déterminés et la lueur de révolte dans leurs yeux, hésita pour la première fois de sa vie. Le pouvoir qu'il exerçait reposait sur la peur. Et ce soir, la peur avait changé de camp. Mais ce n'était que le début de leur épreuve, car au-dessus d'eux, le domaine de la source continuait de se consumer, et le passage souterrain commençait à trembler sous le poids des décombres. Parviendrait-il à sortir avant que la terre ne les engloutisse? Et que deviendrait le secret de Céleste une fois à l'air libre? Le plus grand défi de Joachim était encore à venir. Il ne s'agissait plus seulement de survivre à l'incendie, mais de choisir entre la vengeance et la justice. Restez avec nous, car la suite va vous révéler comment une simple clé peut ouvrir bien plus qu'une porte. Le dénouement est proche, et il est plus puissant que tout ce que vous pouvez imaginer. Le commandeur ne bougeait pas, son fouet enroulé autour de son poing comme un serpent noir prêt à mordre. Dans la pénombre du tunnel, sous le poids de la grande maison qui craquait de toutes parts au-dessus de leur tête, le temps semblait s'être figé. Joachim sentait la sueur couler dans son cou, mais ses doigts ne lâchaient pas le document jauni. Il n'était plus seulement un serviteur protégeant une enfant, il était le gardien d'une vérité qui pouvait réduire en cendres des siècles d'oppression. Mais le commandeur n'était pas un homme que l'on convainquait avec des mots ou des papiers. Pour lui, la seule loi qui existait était celle de la force et de la soumission. « Tu crois vraiment que tes gribouillis vont changer quoi que ce soit ?» cracha-t-il, un rictus déformant son visage brutal. « La maîtresse a peut-être perdu l'esprit, mais moi j'ai encore mon bras et mon autorité. Donnez-moi ces clés, Joachim, ou je vous laisse tous pourrir ici pendant que la terre vous recouvre. » C'est alors que Joachim fit quelque chose que personne, et surtout pas lui-même, n'aurait cru possible. Il fit un pas de plus vers le colosse, ignorant la menace du fouet. « Regarde au-dessus de toi, commandeur !» cria Joachim, sa voix résonnant dans les galeries de pierre. « La source ne produit plus de sucre, elle produit de la mort. Ta loyauté ne te sauvera pas. Si tu nous tues, tu mourras ici, seul, comme le chien de garde d'un château de sable qui s'écroule. » Un grondement sourd fit vibrer les murs du souterrain. Une pluie de poussière tomba du plafond, signe que la structure de la grande maison commençait à céder sous la chaleur intense de l'incendie. Le commandeur leva les yeux, une lueur de doute traversant son regard pour la première fois. Il sentait la chaleur monter, une chaleur qui n'était pas celle du soleil de midi, mais celle d'un brasier dévorant tout sur son passage. Mais ce n'était que le début de sa fin. Céleste s'avança à son tour, son médaillon de bois brillant d'un éclat étrange dans l'obscurité. Elle ne dit pas un mot, mais son regard était si pur, si chargé de la force de ses ancêtres, que le commandeur recula d'un pas. Dans cet espace confiné, il ne voyait plus une petite servante inoffensive. Il voyait le fantôme de toutes les injustices qu'il avait aidé à commettre. Les autres serviteurs, voyant l'hésitation de leur bourreau, commencèrent à avancer eux aussi. Ils ramassèrent des pierres, des morceaux de bois, tout ce qui pouvait servir d'arme. Le rapport de force venait de basculer définitivement. « Laisse-nous passer », ordonna Joachim d'un ton qui n'admettait aucune réplique. « Où devient la première victime de la justice que Céleste apporte avec elle ?» Le commandeur, terrassé par une peur qu'il ne comprenait pas, baissa son fouet. Il s'écarta lentement contre la paroi humide du tunnel, laissant le passage libre. Joachim fit signe au groupe de se précipiter vers la sortie, vers les anciens entrepôts de sucre, qui menaient à l'air libre.
Mais restez bien avec moi, car ce qu'ils vont découvrir en sortant de ce tunnel va changer la face de la plantation à tout jamais. Ce n'est pas seulement une évasion, c'est la naissance d'un nouveau monde. Avant de découvrir le dénouement de cette épopée, assurez-vous de nous dire dans les commentaires quelle note donnez-vous à la bravoure de Joachim sur 10. Votre avis est notre plus grande motivation. Ils débouchèrent enfin à l'extérieur, loin de la chaleur suffocante de la maison. L'air de la nuit martiniquaise, bien que lourd d'humidité, leur parut d'une fraîcheur divine. Mais le spectacle qui s'offrait à eux était terrifiant. La grande maison n'était plus qu'une torche géante dont les flammes léchaient le ciel nocturne. On entendait encore des cris venir de l'intérieur, des hurlements qui n'avaient plus rien de humain. Les invités du gala, ceux qui avaient réussi à sortir, erraient dans les jardins comme des spectres. Le poison de la graine du diable continuait ses ravages. Le gouverneur était assis dans une fontaine, essayant désespérément de laver ses mains qu'il croyait couvertes de sang noir. Monsieur de la Tour, le maître de la source, était prostré devant les ruines, incapable de bouger, ses yeux fixant le vide. Et au milieu de ce chaos, Madame Geneviève apparut sur le perron qui ne s'était pas encore effondré. Elle portait toujours son couteau de cuisine, mais elle ne s'en servait pas. Elle semblait danser une valse macabre, riant aux éclats, tandis que les étincelles pleuvaient sur sa robe de soie. Elle était devenue la reine d'un royaume de cendres. C'est à ce moment que Joachim prit sa décision finale. Il savait que s'il fuyait maintenant, il ne serait qu'un survivant de plus. Mais s'il restait, s'il montrait les preuves qu'il détenait, il pouvait détruire le système même qui avait permis de telles atrocités. Il se dirigea vers le groupe d'invités qui commençait à reprendre un peu de lucidité, bien que brisés par les visions qu'ils venèrent de traverser. Il y avait là le notaire de la ville et quelques officiers de la garnison locale venus en hâte en voyant l'incendie. « Regardez !» cria Joachim en brandissant le document et le testament secret. « Regardez le prix de votre opulence. Ce domaine a été volé. Des vies ont été brisées pour cacher cette vérité. Céleste de la Tour est l'héritière légitime de ces terres et Madame Geneviève a commis un crime que même le feu ne pourra effacer. » Le silence se fit, seulement troublé par le crépitement de l'incendie. Le notaire s'approcha, sa main tremblante saisissant le papier. À la lueur des flammes, il lut les noms, reconnut les sceaux officiels qu'il avait lui-même parfois apposés. Le scandale était total. En une seule nuit, l'honneur de la famille de la Tour, ce pilier de la société coloniale, venait de voler en éclats. Mais la chute ne s'arrêta pas là. Le poison avait eu un effet inattendu sur les invités. En les forçant à voir leurs propres péchés, il avait brisé la solidarité qui les unissait. Le gouverneur, encore sous le choc de ses hallucinations, commença à accuser Monsieur de la Tour de corruption, révélant des pactes secrets et des détournements de fonds que personne n'aurait osé mentionner en temps normal. La vérité, une fois libérée, agissait comme un autre incendie, ravageant tout sur son passage. Joachim voyait le système s'effondrer sous ses yeux. Les serviteurs qu'il avait sauvés s'étaient regroupés autour de lui et de Céleste, formant un rempart de dignité face à la déchéance de leurs anciens maîtres. Cependant, un dernier danger subsistait. Le commandeur, ayant repris ses esprits et comprenant qu'il allait tout perdre, s'était emparé d'un fusil dans les écuries. Il visait Joachim, son doigt serrant la détente. « Si je tombe, vous tomberez tous avec moi !» hurla-t-il. Mais il n'eut pas le temps de tirer. Une poutre enflammée de la grande maison se détacha avec un fracas de tonnerre, s'effondrant sur la partie du perron où il se tenait. Le sol se déroba sous ses pieds, l'entraînant dans les profondeurs ardentes de la demeure. La source reprenait ce qu'elle avait donné. Le domaine de la source n'était plus qu'un amas de décombres fumants. Madame Geneviève avait disparu dans le brasier, emportant ses secrets et sa folie avec elle. Monsieur de la Tour, ruiné physiquement et moralement, ne serait plus jamais que l'ombre de lui-même. Mais pour Joachim et Céleste, ce n'était pas la fin. C'était le début d'un voyage vers une liberté qu'ils allèrent devoir construire de leurs propres mains. Le soleil commençait à pointer à l'horizon, colorant le ciel de teintes rosées qui contrastaient violemment avec le noir des ruines. Joachim regarda Céleste. Elle tenait toujours le document, mais elle ne le regardait pas. Elle fixait les mornes, ces montagnes sauvages où d'autres comme eux avaient déjà trouvé refuge. « Qu'allons-nous faire maintenant, monsieur Joachim ?» demanda-t-elle doucement. Joachim sourit pour la première fois depuis des années. Il sentit le poids des clés dans sa poche,
les clés d'une maison qui n'existait plus, mais qui lui servirait peut-être à ouvrir d'autres portes. Mais ce qu'ils allaient découvrir dans les hauteurs de l'île allait dépasser toutes leurs espérances. La justice n'était pas seulement dans les papiers du notaire, elle était dans la terre qui les attendait. Restez avec moi pour le chapitre final de cette incroyable épopée. Vous allez découvrir comment une racine et un testament ont donné naissance à une légende que la Martinique n'a jamais oubliée. Le soleil se leva enfin sur les ruines calcinées du domaine de la Source, dissipant les dernières fumées de cette nuit de jugement. Joachim, les traits marqués mais le regard enfin clair, sentit pour la première fois le poids de la servitude s'envoler avec les cendres. Il n'était plus le maître d'hôtel invisible, il était devenu un homme qui avait choisi la vérité au prix de son confort. Près de lui, Céleste contemplait les mornes verdoyants qui les appelaient. Elle s'agenouilla sur une terre encore tiède et d'un geste solennel, y planta la racine de son médaillon. Ici, la liberté prendra racine, et aucun poison ne pourra plus l'étouffer, murmura-t-elle avec une force tranquille. Joachim comprit alors que la véritable justice ne résidait pas dans les titres de propriété, mais dans le courage de se tenir debout parmi les siens. Madame Geneviève, ayant survécu au brasier mais dévorée par ses propres hallucinations, errait désormais sans but dans les champs de Cannes, incapable de distinguer ses démons de la réalité. Elle était devenue la prisonnière perpétuelle de sa propre cruauté. La dignité humaine est une flamme que même le venin le plus noir ne peut éteindre. Ceux qui règnent par la terreur finissent toujours par être consumés par leurs propres ombres, car la lumière de la vérité finit toujours par percer. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si ce récit de courage et de rédemption vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines chroniques. Dites-moi en commentaire, avec une note de 0 à 10, ce que vous avez pensé de la décision finale de Joachim. Votre soutien nous permet de continuer à faire vivre ces voix précieuses du passé. À très bientôt.